Jean Messia, votre position sur la question? Écoutez, moi je dis ok, les statistiques ethniques, très bien, mais toutes les statistiques ethniques. S'il s'agit de démontrer ce que notre société est capable d'infliger aux Noirs et aux Arabes, eh bien montrons également ce que les Noirs et les Arabes sont capables d'infliger à notre société. C'est-à-dire que s'il s'agit d'avoir des statistiques ethniques, pas seulement pour les discriminations que subissent les minorités, il faut aussi montrer ce que les minorités infligent aux sociétés en termes de criminalité, de délinquance, de recours aux minima sociaux, de taux d'incarcération dans les prisons, de chômage. Bref, je dis simplement, si on veut faire des statistiques ethniques, il faut faire des statistiques ethniques sur tous les sujets, et pas simplement pour démontrer les discriminations. Il faut les faire sur tous les sujets. Non, mais le principe, dès lors que le principe de la statistique ethnique est validé, on peut les faire sur absolument ce qu'on veut. C'est la question de savoir si on va... mais c'est pas ce que dit l'ONU, monsieur Durand. Non, mais l'ONU a ses raisons. L'ONU insiste spécifiquement sur les statistiques ethniques pour montrer les discriminations. Il ne parle absolument pas ni de criminalité, ni de délinquance, ni de problèmes économiques. Tout à l'heure. Écoutez, le problème, c'est que la présidente de l'ONU qui s'est exprimée parle de racisme systémique. Déjà, l'existence d'un racisme systémique en France, moi, me pose problème parce que je ne pense pas que la France soit un pays où existe un tel racisme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, encore une fois, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que les statistiques ethniques, pourquoi pas, mais pas seulement pour démontrer les discriminations, du coup. Il s'agit aussi de montrer, les statistiques ethniques doivent démontrer aussi les minorités, leur participation à la délinquance, à la criminalité, au recours aux minima sociaux, au harcèlement des femmes dans la rue, le principe etc. que met en avant l'ONU, c'est de lutter contre les discriminations. C'est le premier principe de cette recommandation. Oui, mais attendez, juste un instant, c'est que ces discriminations-là, on va avoir beaucoup de mal à déterminer. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui auront un déclaratif. Tenez, je vous donne un exemple. Elisabeth Moreno, qui est ministre, elle se dit qu'elle a souffert de la discrimination dans sa chair. Ce sont ses propres mots. On constate juste qu'Elisabeth Moreno a fait l'ESSEC et qu'elle a présidé de grandes multinationales. Donc moi, si vous voulez, au bout d'un moment, le déclaratif doit être corroboré avec la réalité. Tout simplement. Elle a peut-être eu plus d'obstacles à franchir pour en arriver là. Pourquoi ? Parce que vous pensez que les Blancs, ils n'ont pas d'obstacles pour arriver là où ils sont ? J'émettais l'hypothèse qu'elle avait peut-être eu plus de difficultés. Je n'en sais rien. Jean Messia, est-ce que le gouvernement a raison aujourd'hui de nous mettre en garde dès ce début de vacances ? L'idée, c'est bien sûr d'éviter de réitérer les erreurs de l'année dernière. Oui, alors l'année dernière, c'était un peu différent parce que effectivement, la vitesse de transmission de la souche de départ du virus était beaucoup plus faible, donc ça a pu nous laisser, en tout cas l'été dernier, un été tranquille. Certes, il y a eu une flambée en automne, mais là, d'après ce que j'ai compris, le variant Delta a un taux de contamination beaucoup plus rapide, et donc c'est un accélérateur de temps. Donc peut-être qu'effectivement, si jamais le rythme de vaccination n'est pas optimal, parce que la vaccination semble se tasser d'un autre côté, la cadence de vaccination semble se tasser, donc les deux réunis, cadence de vaccination au ralenti et une souche de virus qui est beaucoup plus contagieuse, ça risque effectivement d'apporter un automne épidémique en été. Voilà, donc effectivement, le gouvernement a raison de tirer la sonnette d'alarme. Maintenant, il faut quand même rester la tête froide parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, je ne pense pas que la France a encore les moyens, si vous voulez, de prendre des mesures restrictives, coercitives, comme ça a pu être le cas. Voilà, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui existe qui n'existait pas l'année dernière, c'est quand même la vaccination, c'est pas un détail. Je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que d'abord, Xavier Bertrand n'a pas été toute sa vie qu'un élu local, ça a quand même été, aussi bien d'ailleurs Xavier Bertrand que Laurent Wauquiez que Valérie Pécresse, excusez du peu, tous les trois ont été ministres de Sarkozy, donc tous les trois ont déjà exercé des fonctions au niveau national, et tous les trois font partie de ces élites dirigeantes de la France depuis une quarantaine d'années qui ont trahi, qui ont failli et qui ont menti. Voilà, donc nous présenter, si vous voulez, Xavier Bertrand comme un novice ou comme quelqu'un de nouveau en politique qui va faire, mais il n'a aucune raison de faire demain ce qu'il n'a pas fait hier. En réalité, Xavier Bertrand n'est rien d'autre qu'un Sarkozy low cost. Voilà. C'est là que se crée la fracture en réalité. C'est pas forcément. Non, c'est pas tout à fait vrai ça. Parce que jusqu'à présent, où est jusqu'à présent, la colère, l'insatisfaction s'exprimait effectivement dans le vote Rassemblement national. Donc il y a toujours eu en France un vote de défiance. D'ailleurs, c'est le seul vote qui bénéficiait de l'abstention parce que précisément ceux qui sont en colère en France, ça fait quand même des années non seulement qu'ils sont là, mais qu'ils sont nombreux. Et c'était ceux qui se mobilisaient le plus pour envoyer un message
message fort aux gens qui étaient au pouvoir. La nouveauté, une des nouveautés de ces dernières élections, c'est que précisément le peuple en colère n'exprime plus sa colère à travers le vote. Et ça, par contre, il faut poser la question de savoir pourquoi. C'est clair que la position des sortants était meilleure du point de vue de la notoriété et de bilan, et qu'ils ont réussi. Dans toutes les régions, il y a un phénomène. Alors, pour avancer un peu pour ça, dernier mot, mais en fait, en économie, il y a quelque chose qui s'appelle l'effet travailleurs découragés. Vous savez, ce sont ceux qui s'inscrivent au chômage pendant des années et des années en espérant trouver un poste et qui finalement, ne trouvant pas de poste, finissent par ne plus aller s'inscrire au chômage parce qu'ils disent que ça ne sert à rien. Eh bien, à ces élections, il y a un effet électeur découragé. On sait que ces vote après vote, échec après échec, les gens ne se déplacent plus. Ils iront se déplacer au présidentiel parce que pour eux, ils voient l'enjeu de ces élections. Xavier Bertrand veut monter les escaliers marche à marche, nous a-t-il dit. Là, Laurent Wauquiez veut enjamber les collines. Les sondages que vous avez montrés, très sincèrement, aussi éloignés de l'élection, ça ne veut absolument rien dire. Oui, mais ça manque le rapport de force maintenant, alors que le candidat va être choisi. Surtout que les sondages se sont magistralement plantés pour ces régionales. Comme l'attestent les sondages, par exemple, en faveur du Rassemblement national, qui donnait, je crois, jusqu'à 6 régions gagnables et une quasi garantie qui n'était pas cas. Et on a vu qu'effectivement, ça a été une faillite sondagière, ces élections régionales. Donc si, effectivement, le résultat des élections régionales a totalement déjoué les sondages, pourquoi ne pas penser que les sondages qui sont faits aujourd'hui sur la présidentielle ne seront pas déjoués par le vote dans 8 mois ou 9 mois. C'est-à-dire l'école, je rejoins tout à fait ce que disait Frédéric Durand il y a un instant, et surtout l'école, il ne faut pas l'oublier, c'est un bâtiment de la République française. C'est un bâtiment sur lequel flotte le drapeau de la République française. L'école, ce n'est pas le Club Med, ce n'est pas un centre de vacances, comment dirais-je, on ne fait pas un concours de t-shirts mouillés à l'école, vous voyez. Donc l'école, on est là pour apprendre, et donc il faut une certaine tenue, un certain respect pour le lieu dans lequel vous êtes. C'est exactement sur la même logique que je trouve que dans les bâtiments de la République, d'une manière générale, il faut non seulement, en tout cas à l'école, avoir une tenue décente, mais surtout dans les autres bâtiments, par exemple de la République. C'est pour ça que j'avais milité, par exemple, pour l'interdiction de signes ostentatoires, religieux ostentatoires, dans d'autres bâtiments. Il ne s'agit pas d'interdire aux gens, effectivement, dans l'espace public, de s'habiller comme ils veulent, mais je trouve que lorsque le président de la République dit qu'il exige que dans un bâtiment de la République, et en l'espèce l'école, il y ait une tenue décente, il a raison. On n'est pas là pour faire un concours de beauté, on n'est pas là pour faire de la provocation. Vous semblez quand même nier qu'il y a quelque chose qui s'appelle un homme, il y a quelque chose qui s'appelle une femme. Il y a des choses qui sont naturelles et qu'on peut pas neutraliser, si vous voulez, toute forme de provocation liée aux tenues vestimentaires. Ça fait partie de la nature. Et donc il faut. Et l'école. Les adolescents de 13 ans qui mettent des crop tops provoquent les garçons. Donc c'est fille... justement le message que je dénonce. Non, une fille qui a 13 ou 14 ou 15 ans, madame. Une fille qui a 13 ou 14 ou 15 ans, c'est plus un enfant, c'est une adolescente. Alissa va vous... Des effets pervers aussi à ce modèle-là. Et personnellement, je pense que attaché à l'universalisme à la française, même s'il faut parfois le mettre à le jour, il n'y a pas besoin d'importer ce type de méthode, quoi. Voilà. Mais disons que la gauche, une certaine gauche est favorable aux statistiques ethniques, mais uniquement, effectivement, pour démontrer les discriminations. D'ailleurs, elle n'a pas besoin de statistiques ethniques pour nous parler de discrimination que subiraient certaines minorités en France. Alors, elle sait très bien le faire quand il s'agit de démontrer des discriminations à l'égard de ces minorités, mais bizarrement, lorsqu'on parle de la responsabilité de ces minorités dans des phénomènes comme la délinquance, la criminalité, là, elle devient aphone. Moi, je vais vous donner un exemple très simple. Moi, j'ai tenté 2 fois l'ENA. Je l'ai réussi à la troisième reprise. Bravo. Est-ce que je peux me dire discriminé parce que des Blancs l'ont eu du premier coup? Je précise qu'un paquet de Blancs rate l'ENA aussi. Donc est-ce que moi, c'est les plus nombreux. D'accord, mais est-ce que dans ce cas-là, par rapport à ces statistiques, je peux me dire discriminé? J'aimerais surtout que la France croie en la France et en l'occurrence, si vous voulez, le biais racial est effectivement une sorte de bélier qu'utilisent un certain nombre de minorités pour abattre le principe de la méritocratie républicaine, qui est un principe exigeant, qui est un principe de l'effort, qui est un principe du travail, qui comme son nom l'indique, qui est un principe du mérite. Or, si vous avez certaines minorités pour lesquelles on va reconnaître une espèce de prime raciale ou de prime ethnique, c'est le contournement de toute la méritocratie républicaine et, in fine, son effondrement. Et c'est exactement ce à quoi on assiste aujourd'hui. Même si, bien entendu, en attendant, c'est une guerre d'ego. Il y a aussi l'idée, mais là je vous rejoins,
il y a aussi l'idée que les progrès technologiques sont d'abord historiquement accessibles aux gens les plus riches. Je veux dire, on se souvient des premiers voyages en avion ou en dirigeable, on y allait endimanché parce que le billet coûtait très cher et que c'était accessible à une certaine classe sociale. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait cette étape-là, et puis dans plusieurs dizaines d'années, je ne sais pas quel est l'horizon, je pense que ces choses-là se démocratiseront exactement comme les premiers vols en avion. Aujourd'hui, vous avez les lignes low cost, etc. et c'est accessible à tout le monde. Donc il faut bien un début à tout. Voilà. Vous y croyez, pour vous, c'est pas anecdotique, non, pourquoi ça serait... C'est pas anecdotique à mon avis, mais le problème... Il y aura même des aides sociales pour ça en France. Si on les entend, ils ont...